Comment tu vois l'an 2000? Bah, je vois avec des souterrains, beaucoup de gratte-ciel. Beaucoup de gratte-ciel? Oui. Et je vois comment les voitures passent en dessous terre. Les émissions folles, nous on aura des cuirasses en fer. Je vois des immeubles en plastique, avec des gros blocs de plastique fabriqués à l'avance. Tu crois qu'il y aura la guerre? Enfin, oui. Ça sera magnifique. Eh bien, la technique va prendre de plus en plus d'expansion et va agir sur de nombreux domaines, sans doute. Que tout le monde soit libre. Ce qui m'a fait le plus peur, c'est le manque de modération que peuvent avoir les hommes. Ils ne sauront pas contenir tout ce qu'ils trouveront. Quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. C'est pour ça que l'an 2000, ça me fait peur. Notre histoire commence dans les années 80. Et pas n'importe où, en Angleterre. Donc finalement, les groupes connus à l'époque, c'est les Talking Heads, R.E.M. ou encore les Smiths. Ça va avoir de l'importance pour la suite de notre histoire. On est donc près d'Oxford, dans l'école privée d'Abington. Là, on retrouve deux adolescents qui sont les premiers protagonistes de notre histoire. Colin Greenwood et Tom York. Colin et Tom, ils adorent la musique. C'est si simple que ça. Alors ils décident de monter un petit groupe qui s'appelle TNT, et ils jouent. Mais bon, ils ont que 17 ans. Et à 17 ans, on se lance dans beaucoup de projets et on sait pas forcément où on va. Et donc, ce qui arrive, et c'est assez logique, c'est qu'ils finissent par se lasser. Et là, la solution qu'ils trouvent, c'est de franchir un pas, c'est de sortir de leur zone de confort, en se disant, on n'arrête pas la musique, on aime ça, ce qu'il nous faut, c'est du changement, c'est un nouveau membre. Et c'est comme ça que Tom York va aller voir un gars qui a l'air cool dans leur école, qui s'appelle Ed O'Brien, pour lui demander de jouer de la guitare. Ils sont 3, mais les règles de l'école sont strictes, et ils avaient du mal à trouver des moments pour jouer. Donc ils ont commencé un petit rituel, le rituel du vendredi, c'est-à-dire que le vendredi, dans la salle de musique de l'école d'Abington, c'était eux qui répétaient et qui jouaient. Et ça marche plutôt bien pour le groupe, qui trouve un nouveau batteur, Phil Selway, puis un second guitariste, le frère de Colin Greenwood, Johnny Greenwood. On a nos 5 protagonistes, Tom York au chant et à la guitare acoustique, Colin Greenwood à la basse, Ed O'Brien à la guitare, Phil Selway à la batterie et Johnny Greenwood à la guitare. L'histoire peut commencer, ainsi est né On a Friday. Alors On a Friday, c'est un peu l'ancêtre de Radiohead, mais pour le moment, musicalement, ça ressemble surtout à ce qui se fait à l'époque. C'est pas un hasard, on est face à un groupe d'adolescents et ils jouent ce qu'ils aiment. Et à l'époque, c'était R.E.M., les Smiths ou les Pixies. Mais déjà, il y a quelque chose de super important qu'on remarque quand on écoute leur musique. Il y a une volonté de diversité dans les différents titres. Et ça vient un petit peu de leur histoire personnelle. Du fait qu'ils soient passionnés de musique avant tout, et pas juste fans d'un style. D'ailleurs, ils ont été formés à différents styles de musique, que ce soit à l'école ou dans leur vie. Ils ont écouté du jazz, de la musique classique, du rock, et on retrouve toutes ces inspirations directement dans leur musique. Durant leurs années d'école, ils vont beaucoup jouer dans les bars de l'Oxfordshire. Mais le temps passe et arrive un moment, ils doivent aller en université, et là les membres du groupe se retrouvent éparpillés dans toute l'Angleterre, et donc ils peuvent plus jouer ensemble. Alors bien sûr, ils vont jouer avec de nouvelles personnes, ils vont faire de nouvelles rencontres, et ça va être incroyable parce qu'ils vont découvrir de nouveaux styles, ils vont apprendre de nouvelles choses, mais ils sentaient bien qu'il se passait un truc avec On a Friday, et ça ils n'arrivent pas à le retrouver ailleurs. Alors de temps en temps, ils vont se retrouver pendant les vacances, pour jouer ensemble. Ils bossent sur quelques démos, ils écrivent des morceaux, ils composent, tout en s'inspirant des rencontres qu'ils font chacun de leur côté. Et à la fin de leurs études, ils font un pari. Celui de se regrouper afin d'enregistrer ce qui sera leur 4e démo dans une maison près d'Oxford. Là, ils vont enregistrer Manic Hedgehog. Cette démo, elle connaîtra un succès dans les bars et dans les restos, ils vont la jouer. Ils vont faire des disques, ils vont les donner, et ça leur permettra de se faire connaître et de signer avec EMI, la major anglaise qui a notamment signé des groupes comme les Beatles ou Pink Floyd. Enfin bref, pas mal. Le groupe prend alors le nom de Radiohead, et si l'EP marche pas, c'est leur premier single, Creep, qui le fera connaître du public anglais. Mais le succès est mitigé. Pour la presse anglaise, Creep, c'est dépressif. Hello? Yeah? Pablo, honey? Yeah? Please, honey, come down to Florida. Huh? Come to Florida, honey. We miss you. Yeah, who's this? Pablo, honey?
C'est cette prank des Jerky Boys qui va inspirer le titre du premier album de Radiohead, Pablo Honey, qui sort en 1993. L'album résume tout ce qui a été fait par le groupe jusqu'ici, de On a Friday à Radiohead. Pour le groupe, c'est une expérience nouvelle. Ils décident d'y insérer de nombreuses musiques qui ont marché lors de leurs petits concerts. C'est vraiment un bon exemple du son qu'on pouvait entendre dans les bars anglais, à l'image des groupes de l'époque dont Nirvana, U2 ou The Who. Dans l'album, il y a des intros à la guitare sympathiques, des refrains un peu romantiques et déjà la voix un peu angélique de Thom Yorke. Globalement, l'album parle des émotions et des doutes qu'on peut ressentir pendant sa jeunesse. You, le titre qui débute l'album, est la critique d'un amour qui deviendrait une admiration complètement aliénante. Anyone Can Play Guitar traite du besoin de reconnaissance que l'on cherche pendant sa jeunesse, de ces rêves qu'on a quand on est jeune, avec des paroles comme I wanna be in a band, when I get to heaven, ou I wanna be Jim Morrison. Bon, maintenant qu'on a dit ça, l'album n'a pas vraiment marché. Et pour le coup, le groupe n'était pas vraiment surpris. C'était surtout pour eux un premier jet. Malgré tout, ils commencent une tournée américaine et réalisent un clip pour le single Creep. Aux États-Unis, Creep sera un succès immense, portant complètement le reste de l'album. Creep, c'est l'histoire de Thom Yorke, adolescent, mais en réalité ça pourrait être l'histoire de n'importe quel adolescent. Et cet adolescent, comme beaucoup de mecs de son âge, il est amoureux d'une fille. Sauf que lui, il n'est jamais sorti avec personne, et que chez elle, tout paraît parfait. Lui à côté, il se sent ridicule et il se dit qu'il a aucune chance. En réalité, il lui a même pas parlé, jamais. Mais pourtant, il est persuadé que c'est pas possible. En même temps, quand il la voit, il voit un ange. Et quand il pense à lui, il pense à tous ces doutes, tous ces moments que finalement on vit tous, et où on sait pas quoi faire, où on se sent pas à sa place. Mais lui, il est persuadé que c'est pas normal. Que elle, vu qu'elle est parfaite, elle trouve ça bizarre de douter et d'avoir des défauts. Donc il l'observe sans jamais l'approcher. Et il en est bien conscient, son comportement est juste étrange. Le morceau finit 2e des US Modern Rock Tracks et 7e des UK Singles Charts. Le groupe se fait un nom et un petit engouement apparaît. Ce succès s'accompagne cependant d'une attente d'un public grandissant qui réclame Creep. Alors le groupe joue Creep, encore et encore. Ils se mettent à la jouer en boucle et la chanson les a très vite hantés. En particulier pour Thom Yorke, il était inimaginable de produire l'émotion du morceau sur demande, autant de fois de suite. Car le groupe le savait, un concert réussi est un concert où ils ont transporté leur public, où quelque chose dans l'air a changé. For us, it's like when it's best when we're playing is when we're sort of in a sort of dream state anyway. If it's a good show and you feel that you've played well and you feel that when you left the stage there's something in the air that wasn't there when you started, then you've really done something and have to make the most of it, you know. For as long as you can. Et le perfectionnisme du groupe ne pouvait pas tolérer le fait de devenir une boîte à musique qui jouerait Creep en boucle. Un Iron Lung, ou poumon d'acier, est un appareil permettant à des personnes souffrant d'insuffisance pulmonaire de respirer, en les enfermant dans un milieu où la pression est plus faible. Pour le groupe, c'est une métaphore qui décrit Creep. Creep est leur prison, et à la fois ce qui leur permet d'exister en tant que groupe. Grâce à ce single, ils ont obtenu la confiance de leur label pour l'album suivant. Mais en contrepartie, ils sont obligés de jouer le morceau en boucle. Alors avec My Iron Lung, sorti 1 an plus tard, le groupe annonce la sortie d'un album qui vise à briser complètement leur propre code. C'est ainsi qu'en 1995 sort The Bands. Le son se veut plus contrôlé, calme et électronique. Radiohead a effectué sa première mue, passant d'une musique tournée autour du jeu
et abordant des thèmes très individuels, à des performances plus enivrantes et à des descriptions des maux de la société. Le titre « The Bands » fait directement référence au mal que les plongeurs peuvent ressentir lorsqu'ils remontent à la surface, établissant un parallèle avec leur succès soudain. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a très bien fonctionné, puisque cet album, il est vraiment un cran au-dessus. Et ça se voit à travers plusieurs titres dans l'album. Là, par exemple, on rentre dans ce qui fera la recette des prochaines meilleures musiques de Radiohead. Une vision dystopique de la société, prise dans une mélodie mélancolique renforcée par le falsetto de Thom Yorke. Tout ça porté par le moment. Car la musique sera enregistrée après un concert de Jeff Buckley par un Thom Yorke en pleurs. Dans les paroles, tous les noms sont précédés d'adjectifs en lien avec le plastique et le caoutchouc, qui sont des dérivés du pétrole, des dérivés transformés qui permettent d'imiter et qui portent en eux une promesse. La promesse de changer la vie de ceux qui les achètent, la promesse d'une beauté plus vraie que nature, d'une jeunesse éternelle, celle de devenir quelqu'un d'autre qui serait parfait. Dans le premier couplet, Thom Yorke explique que la première protagoniste a acheté son arrosoir à un Rubberman, qui peut être à la fois un homme en caoutchouc, mais aussi un dealer de drogue, en référence au terme Rubberband Man. La consommation de ces faux objets en plastique serait ainsi une drogue qui sévit dans cette ville pleine de plantes en caoutchouc de sorte à s'effacer elle-même. D'où le double sens du mot rubber, qui signifie à la fois caoutchouc et gomme. L'individu s'efface pour donner vie à une autre version de lui-même qu'il idéalise. Mais le refrain arrive. It wears her out. Finalement, ça la déçoit. Ses rêves comme ses arbres étaient faux. C'est encore plus explicite dans le couplet suivant, où le protagoniste réalise de la chirurgie pour donner une meilleure image de lui-même. Mais gravity always wins. Quoi qu'il fasse, il finira par vieillir. Les choses ne peuvent pas être jeunes éternellement. Tout a une fin. Dans le clip, cette critique de la société de consommation est clairement représentée par le fait que, dans le supermarché, il n'y ait que des boîtes de couleurs. Ce qui compte, ce n'est plus le contenu, mais simplement l'image et l'achat. L'homme est au cœur de ses produits, enfermé dans son caddie. Le titre Fake Plastic Trees montre que même ce qu'il y a de plus naturel, un arbre, est faux, est en plastique, et sujet à la consommation. Au troisième couplet, on comprend la vraie motivation de la musique. C'est la chanson d'une personne qui en aime une autre, et qui ne trouve de confiance que dans les promesses d'un autre lui, d'un meilleur lui. Si seulement il pouvait être quelqu'un d'autre, si seulement il pouvait être celui que l'autre voulait, si seulement il pouvait le devenir à jamais. Mais il sait que ses promesses sont des rêves, et la réalité le déçoit. Et si vous pensez qu'on a atteint là la face la plus sombre de Radiohead, je vous propose de passer à la dernière musique de l'album.
Street Spirit parle de la vie, du fait qu'elle n'a pas de sens, que l'humanité n'aille nulle part, de l'inéluctabilité de toute chose, de la mort. On est bien loin des sujets immatures abordés dans Pablo Honey. Ici, Radiohead parle de l'existence et de son sens, et bien sûr, avec une mélodie envoûtante, mélancolique, et qui est quelque chose de grandiose, de spirituel, presque de divin. En mai 1997, Radiohead sort leur troisième album, OK Computer. Pendant les tournées de The Bands, le groupe s'est un peu retrouvé séparé du monde. C'est-à-dire qu'ils suivaient plus trop l'actualité et tout, ils étaient vraiment concentrés sur les concerts, bosser. Et il y a un truc qui les a vraiment marqués, c'est un peu le retour à la réalité, au moment où ils ont dû commencer à préparer l'album suivant. Ils se sont intéressés au monde et ils ont remarqué que ça avait changé beaucoup. C'est la fin des années 90, c'est l'avènement de l'an 2000. L'an 2000, c'est un peu l'année où tout le monde disait que l'univers allait changer. Et là, l'album parle de l'évolution du monde et d'à quel point c'est la merde. Ils ont pas aimé, ils ont pas compris la direction qu'a prise la société. Dans l'album, Thom Yorke parle d'isolation émotionnelle, d'aliénation et des malaises sociaux causés par l'évolution de la société. Le groupe ne se sent pas en accord avec les changements du monde et la direction que prend l'humanité. Il porte un regard super critique sur ce que cela peut faire à l'individu, sur à quel point l'individu est aliéné, transformé. Le titre est directement une référence à la robotisation et la numérisation du monde. En fait, il provient de la série radio anglaise The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, qui était une série qu'ils avaient l'habitude de regarder dans le bus pendant la tournée. OK Computer, c'est le moyen de prendre le contrôle sur l'ordinateur. Parce qu'au-delà de la musique dépressive sur une vision dystopique du monde, Thom Yorke défend que ses chansons sont pleines d'espoir. L'espoir de pouvoir reprendre le contrôle de nos vies si on est capable de poser des mots sur ce qui nous arrive. And I love the fact that there's an optimism there because that's one of the things I think people have often overlooked in your music and when they've talked about you on a general level is that it's all woe and woe is me, but actually there's always been a lot of optimism wrapped up in your songs. A sense of like, don't think that the fight doesn't lead to optimism, doesn't lead to a brighter future. Always, my cliche thing I always say is like, you know you're in trouble when people stop listening to sad music. Yeah. Because the moment that people stop listening to sad music, they don't want to know anymore. Un bon moyen d'entrer dans l'ambiance de cet album de Radiohead, c'est d'écouter le second titre, Paranoid Android. C'est évidemment là aussi une référence directe au Hitchhiker's Guide to the Galaxy et au personnage de Marvin, qui est un androïde dépressif. Le morceau est construit un petit peu comme un opéra avec des changements de rythme et d'ambiance. Il y a un côté assez bordélique, révélant la paranoïa du narrateur qui est complètement déboussolé face au monde qui l'entoure. Il semble être dans une forme de lutte contre lui-même et ses pensées dictatoriales. Il refuse de se voir comme un robot, luttant contre sa nature, peut-être par opposition aux autres qu'il verrait comme des robots. Des créations de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, que Dieu aimerait. Dans une autre version, les dernières paroles étaient « God loved his children, that's why he killed them », montrant sarcastiquement l'hypocrisie de l'amour d'un Dieu qui finirait par tuer ses êtres aimés comme un créateur détruirait son robot après s'être servi de lui. Ensuite, la musique explose, révélant à nouveau la folie du personnage. Si dans l'album précédent, The Bands, on pouvait déjà voir une critique de la société, notamment comme on l'a vu dans des morceaux comme Fake Plastic Trees, là c'est vraiment devenu le cœur de l'album. Le monde est de moins en moins humain. Je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là qu'ils ont voulu transmettre. Chaque jour, le monde est un peu moins humain. Il y a quelque chose qui cloche dans la manière dont notre société fonctionne. Notre rapport à l'autre, par exemple, avec Karma Police.
Thom Yorke a dit qu'il avait écrit ce morceau en pensant à tous les employés de grandes entreprises. Cette manière dont il y a des hiérarchies aliénantes qui ne peuvent entraîner qu'une haine de l'autre. La critique est globale de ce que la société nous vend comme idéal. L'exemple là, c'est Fitter Happier. Une voix robotique, celle de l'outil Simple Text de Mac, qui veut notre bien. Alors elle nous conseille. Un peu, même si c'est anachronique, à la manière des réels Insta et TikTok qui vous disent de vous lever à 5h du matin et qui cherchent à optimiser chaque instant de votre vie. Cette manière de voir le temps comme quelque chose à optimiser, comme quelque chose de marchand. Tout devient marchand. Le bonheur se trouve dans la possession, dans le fait de répondre à des attendus de ce que vous devriez faire ou être. Vous devez produire, car sans la production, on n'est rien. Toute votre vie doit tourner autour de votre travail et de l'optimisation de la production. Ainsi, pour être efficace, vous n'avez pas le droit de faire des erreurs, pas le droit d'être malade. Cette voix robotique continue de lister ce que vous devez faire. Vous devez le faire car votre rôle c'est d'être efficace. Aucune place à la singularité, au défaut. Voilà ce que vous êtes devenu. Si je vous parle de marchandises et d'argent, ce n'est pas par hasard. La politique et l'économie sont au cœur d'OK Computer. Electioneering est une critique directe de la théorie du ruissellement. C'est pas en supprimant les taxes qui permettent la redistribution économique, et donc en faisant s'enrichir les riches, qu'on aide les pauvres. Et le groupe enchaîne directement avec Climbing Up the Walls et son instrumentation terrifiante. Ce morceau est une illustration directe se servant de la Care in the Community Policy pour illustrer la disparition des services publics et avec elle l'idée d'entraide. Ça illustre bien finalement le propos juste avant sur la théorie du ruissellement. En fait, cette loi libérale faisait que le traitement des maladies mentales se faisait de manière privilégiée à domicile, laissant les patients et leurs familles dans un isolement grandissant. C'est la négation même de l'idée de soins, de protection des individus de la société, car c'est le fait de considérer que les troubles ne peuvent pas provenir de cette société. Dans les paroles, Thom Yorke parle comme s'il était la paranoïa elle-même, une paranoïa dont on ne pouvait se débarrasser, qui nous hantait et face à laquelle on était seul. À ce stade, on peut observer que l'album décrit comment la société nous détruit. Littéralement d'abord, comme le montre le premier titre Airbag, sur lequel j'ai fait le choix de ne pas m'attarder, mais qui parle des séquelles de Thom Yorke suite à un accident de voiture. Mais plus profondément ensuite, puisque cette société moderne nous détruit de l'intérieur. Le DSM est un manuel américain de psychiatrie classant les troubles du comportement en dénombrant des centaines. Si le manuel se basait avant tout sur l'observation des traumatismes liés aux 2 guerres mondiales, le nombre de pathologies recensées n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure du temps. De plus en plus, les troubles se sont apparentés à des désalignements par rapport aux logiques du capital. Pour dire ça simplement, un homme sain, c'est un homme qui est heureux d'aller au travail, toujours en forme, qui ne boit pas trop, etc. Bref, ça nous ramène vraiment à Fitter Happier. Et la solution que nous propose ce système, c'est de nous soigner. A pig in a cage on antibiotics. Alors la société qui nous a détruits, qui crée ces fameux troubles dont nous souffrons, se propose généreusement de nous vendre des médicaments. Le capitalisme est ici omnivore, il se nourrit de tout, même de nous. Il nous rend malades puis nous vend le remède contre l'argent que nous avons gagné au prix de notre santé. Car on est bien d'accord, c'est la société qui est à l'origine de ces désalignements. Sans surprise, on retrouve ce qui est le morceau le plus connu un peu de l'album. Bon, l'ambiance elle change complètement par rapport au morceau d'avant, en tout cas musicalement, parce qu'on a une petite mélodie douce, jouée à la manière d'une boîte à musique pour enfants, qui entraîne la voix pure et angélique de Thom Yorke. On est bien loin des violons de Climbing Up the Walls. Tout est d'une extrême légèreté, en contraste complètement avec le thème de la musique, parce que le thème de la musique, lui, il est bien en rapport avec le reste de l'album. Et l'album est vachement bien construit parce que c'est pas une surprise que ce morceau-là soit à la fin. Puisque finalement, c'est l'histoire d'un mec qui est complètement à bout. Toutes les promesses de la société, ça l'a détruit. Il voulait avoir une vie, il voulait avoir une belle vie, il n'en demandait pas tant que ça, et finalement il a été déçu, trompé, tout le temps. Il est à bout, et le calme et la sérénité que finalement il a cherché à obtenir toute sa vie, il est résolu à l'idée qu'il ne pourra finalement trouver ça que dans la mort. C'est probablement la consécration de ce monde trompeur, la critique finale de cette société de consommation qui promet un bonheur qu'elle se garde bien d'offrir, car dans un monde heureux, elle serait de trop.
This one goes out to the one I left behind. We're already ahead. We're in Japan. I'd like to say thank you very much to the readers who voted us and our album, best album of 1997. Fucked up. I hate these things. Pour comprendre la suite, il faut comprendre plus en détail à quel point OK Computer a marqué un tournant dans la vie du groupe. Un mois avant la sortie de OK Computer, Radiohead jouait un concert à Lisbonne devant 400 personnes. Dans les 2 semaines après la sortie d'OK Computer, Radiohead jouait déjà ses 2 plus gros concerts jamais faits. Un à Dublin devant 38 000 personnes et un autre lors du festival de Glastonbury. La pression était à son paroxysme. La nuit avant le concert de Dublin, Thom Yorke ne pouvait pas dormir. Il était persuadé d'être pourchassé par la marée sur la Liffey, une rivière qui traverse la ville. Et durant le concert de Glastonbury, le groupe n'avait pas de retour audio sur leur performance. Ces événements ont traumatisé Thom Yorke, qui n'en était qu'aux 2 premiers concerts de la longue tournée attendue d'OK Computer. Leur rêve venait de s'accomplir, ils sont un groupe à succès, les retours critiques sont excellents, et voilà qu'ils font les salles et les festivals les plus prestigieux. Mais selon leurs propres mots, ce qui devait être leur rêve s'est avéré être leur cauchemar. Alors Thom Yorke s'est tourné vers quelqu'un qui a déjà vécu ça, Michael Stipe, le chanteur de R.E.M. Stipe lui a donné un conseil pour supporter la pression des concerts et des attentes des fans. Il lui a dit de se répéter les mêmes mots en boucle, jusqu'à s'auto-convaincre de leur réalité. I'm not here, this isn't happening. Maintenant qu'on a établi le contexte dans lequel a commencé le début de l'élaboration du prochain album, Key Day, on va pouvoir s'intéresser à ce que ça a donné musicalement. Key Day, c'est l'exact opposé de OK Computer. En fait, pour faire face aux demandes des fans, à l'exigence de créativité nécessaire à ce nouvel album, ils ont décidé de partir complètement à contre-pied. Ils ont tous changé d'instrument, ont largement réduit la quantité de paroles et l'importance des mélodies de leur musique. Ils ont pris le virage de la musique électronique et rythmique. Ça a donné des morceaux comme Everything in its Right Place, qu'on a entendu juste avant. Cependant, il y a une exception dans Key Day. Une musique qui ressemble un peu plus au Radiohead d'avant Key Day. C'est How to Disappear Completely, qu'on entend actuellement. Dans cette chanson, Thom Yorke répète les mots de Michael Stipe et fait référence aux épreuves du succès de OK Computer, avec des références comme celle à la Liffey par exemple, donc qui est la rivière qui traverse Dublin et dans laquelle Thom Yorke a rêvé de se noyer. D'une certaine manière, c'est le morceau le plus intime du groupe. If you could pick one song that you'd like to be remembered by, How to Disappear off Key Day. why? Because it's the most beautiful thing we ever did, I think. C'est comme un dernier au revoir au Radiohead d'avant, pour pouvoir avancer vers une nouvelle musique et enterrer les problèmes du passé. Visiting what seems like a million radio stations. Back, you know, just like really struck, right? He's catching on all around the world. So. Ah, that's me. Yeah. Oh, look at that. Okay, anytime. This isn't happening. Why? Maybe you don't want all of that. I'm not here. Very good show. Yeah, I mean, it's weird seeing on TV just now because it's you don't. I'm not here. Incredibly exciting. Incredibly alarmed. Fans are you? Un an plus tard, Radiohead publie un second album, principalement composé des musiques qu'ils n'avaient pas pu mettre sur Key Day. L'album est encore plus abstrait, encore plus rythmique, encore moins mélodique. Tout est plus flou, que ça soit au niveau de l'interprétation des musiques, que de ce qui en ressort. Mais Radiohead se permet aussi d'assumer pleinement l'influence du jazz sur la musique, comme en témoigne le dernier morceau de l'album, Life in a Glass House, où le groupe est accompagné du trompettiste Humphrey Lyttelton et de sa band.
L'histoire voudrait que Thom Yorke ait écrit la chanson inspirée par l'histoire de la femme d'une célébrité américaine qui était harcelée par des paparazzi, et qui pour se défendre recouvre les fenêtres de photos de sa vie privée prises par ces derniers. Globalement, l'album est riche de par les différents styles de musique qu'il comprend. Des accords plaqués envoûtants de Pyramid Song, inspirés par des vestiges égyptiens et évoquant les cycles du temps, à la guitare sans chant de Hunting Bears. D'une certaine manière, Radiohead, c'est plus vraiment un groupe de rock. Ils ont réussi à renaître dans un style complètement différent. Radiohead va mieux. C'est bizarre, c'est peut-être la première fois que c'est vrai, mais Radiohead va mieux. Kid A et Amnesiac ont vraiment redonné le coup de boost qu'il fallait après OK Computer. Peut-être parce qu'ils se sentaient maintenant libres d'aller là où on ne les attend pas. Mais là, c'est l'actualité qui va rattraper le groupe. Les premières images filmées à Bagdad, dans la capitale irakienne, pendant une attaque américaine. Bagdad, comme tous les sites stratégiques importants d'Irak, écrasé inlassablement, en ce moment même encore, par les bombes et les missiles. La guerre en Irak les dérange profondément. Ils se sentent impuissants et sentent le peuple impuissant face à ces massacres. Je ne vais pas revenir sur chacune des paroles qui composent 2 + 2 = 5, mais d'abord le titre, c'est une référence à 1984 d'Orwell. Bush et les gouvernements qui vont à la guerre sont donc des dictateurs qui, comme dans le livre, livrent une guerre qui n'a pour but que de servir leurs intérêts personnels. Et le peuple a beau hurler et crier, il est trop tard. Le refrain est une succession des mêmes mots. Une fois la dictature établie, il est difficile de la renverser. C'est avant qu'il faut prêter attention. Ça peut faire référence à des films comme La Vague, et c'est un rappel que Radiohead fait. Il faut toujours faire attention aux gens qu'on élit, car une fois élu, il est trop tard. L'actualité de laquelle l'album tire ses thèmes est donc la War on Terror menée par Bush au Moyen-Orient après les attentats du 11 septembre 2001. L'album est aussi clairement marqué par la naissance de Noah, fils de Thom Yorke et Rachel Owen. D'abord avec la musique Fly to the Moon, qui est une référence biblique à l'arche de Noé, Noé qui se dit Noah en anglais. Cette musique lui est ainsi directement dédiée. Mais aussi dans I Will, cette courte berceuse cache derrière sa douceur ce qui, selon les mots de Thom Yorke, est sa plus grande colère dans une chanson. Cette dernière est la conséquence de la guerre du Golfe entamée par les États-Unis. Tom y affirme son pacifisme, probablement renforcé par le désir de laisser un monde de paix pour son fils. Encore une fois, ce qui est assez intéressant, c'est le contraste qui révèle la colère par la douceur et la fragilité, mais une détermination de se soulever. I won't
Dans ce 6e album de Radiohead, ce qui apparaît, ce sont des références à des contes et à des légendes, aussi beaucoup. Donc, encore une fois, on peut faire le lien avec le fait qu'il ait eu un fils. Pour ce dernier titre qui clôt l'album, Thom Yorke utilise l'allégorie du Big Bad Wolf, donc le grand méchant loup, pour décrire un ennemi invisible qui le harcèle. Ce monstre, on va le cerner progressivement au fur et à mesure de la musique. Au début, on sait pas trop de quoi ça parle, on a juste l'impression qu'il est dans sa maison et qu'il essaye de protéger sa famille d'un loup qui passerait. Et puis progressivement, on comprend petit à petit qui est ce loup. Ce loup qui veut son argent, celui qui l'attend constamment à l'extérieur de chez lui. Ce monstre dont il ne peut pas parler à la police car finalement, s'il en parle, alors on lui prendra ses enfants, on lui prendra ce qu'il aime. Ce monstre, c'est le capitalisme, l'omniprésence du marché. Et on peut pas résister au marché. Tom, dans la chanson, il est conscient qu'il peut pas y résister. D'ailleurs, à la fin de la chanson, il cède. Il pousse lui aussi un cri. Il hurle comme un loup. Il a rejoint la meute et fait partie du monstre. Aucune échappatoire n'existe. And about to play for us begins the next song with these beautiful words. How come I end up where I started? How come I end up where I went wrong? Yet in truth, they have never gone wrong. Together, they've become one of the most influential, adventurous, and thoroughly artistic musical groups of all time. Performing 15 Step from In Rainbows, nominated tonight as Album of the Year and accompanied by the USC Trojan Marching Band, the utterly brilliant Radiohead. Après cette courte pause, le groupe va travailler sur un nouvel album. L'objectif c'est un peu à ce moment-là d'encore changer, mais cette fois en se débarrassant du côté dépressif qui hante leur musique depuis The Bends. C'est encore vraiment l'idée de changer de style, de voir la musique autrement. Et forcément dans cet album il y a un côté moins politique, ou en tout cas je le ressens beaucoup moins et je le vois pas. Mais c'est vraiment la musique, pour l'idée de faire de la musique, l'art de la musique, l'art des sonorités et tout. Et c'est un petit peu la méthode qui fait que globalement ça paraît beaucoup moins dépressif. Il y a aussi un retour très fort du rythme. Donc ce qu'il faut savoir c'est qu'après Hail to the Thief, Radiohead avait terminé son contrat avec EMI. Le groupe pouvait donc prendre le temps de se poser et créer un album d'un genre différent. Et c'est comme ça qu'est né In Rainbows. Libéré de tout contrat, Radiohead fera le choix de mettre à disposition l'album sur internet en échange d'une contribution libre. Donc ça veut dire qu'on donnait ce qu'on voulait en quantité d'argent. Aujourd'hui c'est assez connu, mais à l'époque ça arrivait pas. Parce que c'était la naissance d'internet, tout simplement. Enfin, pas vraiment la naissance, mais le développement d'internet. Ce modèle va susciter de nombreuses controverses de par sa nouveauté. La musique était plus accessible, mais en fait, donner sa musique gratuitement, enfin, possibilité gratuitement comme ça, ça risquait de faire souffrir les petits groupes, vu que forcément ça allait réduire le nombre de ventes d'albums physiques. Globalement, ce sera un succès et Nude, le troisième titre, atteindra le top 40 aux États-Unis. Chose qui n'était pas arrivée à une musique du groupe depuis Creep en 1992. Donc c'est assez drôle quand même de penser que quand même Creep, la musique a tellement marché que c'est un succès qui n'a jamais été reproduit en fait par Radiohead. Nude est souvent considéré comme un des meilleurs titres de l'album. L'atmosphère est planante, les instruments à la fois acoustiques et électroniques ont beaucoup de réverbération et la ligne de basse en fond est un petit peu sautillante. Les paroles parlent de perfectionnisme, du fait qu'un artiste n'est finalement jamais satisfait de son travail. On parle ici de cette petite voix dans notre esprit qui nous pousse à tout abandonner, à ne rien entreprendre. Car quelque chose manquera toujours, car on n'atteindra jamais l'idéal qu'on en avait au début. Et j'ai dit que c'était un des meilleurs titres de l'album parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont incroyables. Notamment celle-là. C'est probablement une des musiques les plus entraînantes de Radiohead, du moins musicalement. Le rythme soutenu par les percussions est celui d'une marche, toujours en avant. J'ai toujours eu du mal à comprendre exactement de quoi il était question dans les paroles, mais ce qui en ressort c'est principalement ce besoin d'émancipation, de toujours avancer, de connaître des bas et des hauts, mais d'une certaine manière de se relever, de faire des rencontres, de trouver d'autres poissons étranges comme nous. Les paroles en elles-mêmes sont très abstraites et poétiques. C'est un peu une particularité de l'album et j'aime beaucoup ça, ce qui permet de rêver sur cette trame. Chacun, je pense, peut s'approprier cette chanson.
Alors il y a quelque chose qui est de l'ordre de la tristesse, mais c'est toujours accompagné d'espoir. Même après avoir sombré au fond d'un océan, c'est peut-être selon moi une des musiques qui symbolise le mieux la réussite qu'est cet album pour Radiohead. Réussite de mélanger les genres pour créer leur propre son, mais aussi une réussite de parler de la vie de manière subtile et belle. Et de cela naît une impression de s'approprier la chanson. Enfin, sans forcément savoir si on ressent ce qu'on devrait ressentir, enfin, ce qu'ils avaient en tête quand ils l'ont écrit, on comprend ce que Thom Yorke avait en tête. Et c'est assez inconscient, et je trouve ça, à la fin, quelque chose dans l'air a changé. Why should I stay here? Jigsaw Falling into Place, c'est la première musique de l'album à laquelle j'ai vraiment accroché. Parce que je trouve que toutes les musiques de Radiohead, globalement, il faut un petit temps avant de vraiment se dire en fait c'est génial. Mais donc dans celle-là, il y a un côté dansant et énergique, mais à la fois un peu engourdi. Le groupe le groupe a écrit une chanson en souvenir des soirées de leurs années d'étudiants. L'histoire commence sur un jeu de séduction. Les protagonistes ont bu, ce qui leur permet de ne plus penser au passé. Et petit à petit, tout devient flou. Ils se rapprochent l'un de l'autre, se parlent, ne prêtent pas tant attention à ce qu'ils disent. Ils font l'amour, ils profitent de cette soirée avant qu'elle ne prenne fin. Et que les soucis de la vie ne refassent surface. Mais aussi avant de subir les conséquences de cette soirée. Before the Comatose. C'est comme un élan vital. En fait, toute la musique est un espèce de crescendo. C'est petit à petit, la soirée, l'alcool monte, la drogue monte, la soirée bat son plein, et ça nous entraîne, etc. dans ce grand crescendo qu'est cette musique jusqu'au refrain. Et en vrai, je trouve qu'elle est vraiment super entraînante, super émulante. Et savoir que le temps est compté, qu'on vit un instant qui aura une fin, il y a une force qui nous pousse. Enfin, dans cette chanson, il y a quelque chose de l'ordre du fait qu'on sait que le temps est compté, qu'on vit un instant qui aura une fin, mais il y a une force qui nous pousse à avancer, à toujours profiter, sans trop se soucier de ce qui se passe. C'est un peu le carpe diem des soirées étudiantes. Enfin, incroyable cette musique. J'ai la sensation que plus on avance, plus c'est difficile de vraiment parler des albums de Radiohead. Ils se mélangent les uns avec les autres. On a tendance à dire que l'album a un son organique. Et ça va avec le titre. The King of Limbs, c'est une référence directe à un arbre en Angleterre, un vieux chêne majestueux dont l'âge est estimé à plus de 1000 ans. D'où le côté organique. Et je dirais que c'est le premier album de Radiohead où le thème principal, c'est l'écologie, la nature. D'ailleurs, Bloom servira de base à une sorte de remix avec Hans Zimmer pour le documentaire Blue Planet 2 qui était diffusé sur BBC, donc le service public britannique d'audiovisuel. Open your mouth wide. And while the ocean blows, is what keeps me alive. Là où avant c'était plutôt la société humaine qui était au centre de l'œuvre de Radiohead, là vraiment, la nature, dans cet album, c'est elle qui est au centre, c'est elle le sujet, c'est les mystères, c'est le temps, c'est le passé, d'où cet aspect organique et mystérieux de l'album. Mais du coup ça fait que, d'une certaine manière, je préfère ne pas m'attarder sur celui-là, pour pouvoir mieux parler de celui d'après.
Et c'est en 2017 que Radiohead sort ce qui est à ce jour leur dernier album, A Moon-Shaped Pool. Cet album, c'est un concentré pur de Radiohead, de leur début compliqué jusqu'à la rédemption qui commence vraiment avec Kid A, le groupe a su toujours évoluer. Et tous leurs albums sont des réussites. Au point que c'est toujours difficile pour chacun d'en choisir un, d'en avoir un préféré. Moi personnellement, c'est celui-ci. Pas parce qu'il y a les chansons les plus révolutionnaires ou même mes chansons préférées, mais parce que je trouve que toutes ont quelque chose. Elles ont toutes une leçon qui résume super bien l'histoire de Radiohead. Burn the Witch, par exemple, ça rejoint clairement l'idée qu'il faut écouter les histoires tristes. Les gens qui nous apprennent des choses, même si leurs discours sont désagréables, car elles vont à l'opposé de nos croyances. C'est une référence aux chasses aux sorcières. Les sorcières sont des voix qu'il nous faut écouter, car elles ont leur propre expérience du monde. Dans le clip de Daydreaming, la musique juste après, on voit Thom Yorke qui marche dans plein d'endroits différents. Il y a pas mal de choses à noter. D'abord, la lumière du jour qui éblouit, ou le fait qu'il traverse exactement 23 portes, soit le nombre d'années écoulées depuis le premier single du groupe, mais aussi le nombre d'années passées en couple par Thom Yorke avec la photographe Rachel Owen. D'une certaine manière, cette marche et ces 23 portes représentent l'expérience Radiohead, qui a duré 23 ans. Cette expérience qui les a sortis de l'enfance, de leur monde, de leurs universités et de leur Angleterre natale. Durant ces 23 ans, ils ont exploré le monde, vécu des hauts et des bas, des choses qu'ils n'auraient jamais pu imaginer depuis leur chambre d'étudiant. À la fin du clip, Tom retourne dans une grotte, présageant la fin de l'activité du groupe et faisant un lien direct avec le mythe de la caverne de Platon, où des hommes bloqués dans une caverne ne voient que les ombres sur les murs du monde extérieur. Si bien que lorsqu'un des leurs quitte la grotte et revient leur parler de la véritable forme des choses, ils refusent de le croire. Pour Radiohead, c'est ça les sorcières. Des gens qui ont vu quelque chose qu'on n'a pas vu, et leurs paroles comptent. Et eux, de par les 23 années qu'ils ont vécues, ont aussi quelque chose à nous dire. Et ce message, c'est leur musique, et c'est la suite de cet album. Pour Radiohead, la société moderne est une prison qui brise les rêves de l'homme, comme un vaisseau qui cacherait le ciel, nous empêchant de voir les étoiles. La société nous agite des sorcières pour détourner notre attention de ce qu'elle est et de ce qu'elle nous fait. Les médias, le capitalisme et la technologie détruisent tout et nous cachent une vérité qui nous ébranlerait. L'usage des ressources sert l'accumulation plutôt que la satisfaction des besoins. Mais c'est nous le peuple, alors achetons un autre ticket. Éclaircissons ces visages gris de grès, car nous sommes l'avenir, donc nous pouvons le changer, et cette terre sur laquelle nous sommes nés, et à laquelle nous sommes condamnés, pour elle nous nous battrons, et nous allons nous lever, révélant la vérité qui n'est pas dans le nombre, et que la puissance de l'aile du papillon suffit à faire d'une rivière asséchée une révolution. This is a brand new song nobody's heard before. To